Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la première partie de ce cours consacré aux anticorps. Donc, pour rappel, on a vu dans le cours précédent l'organisation génétique qui permet de créer cette diversité, permettant l'acquisition du répertoire dans toute sa diversité et sa spécificité. Nous allons discuter aujourd'hui de choses plus pratiques, je dirais, qui concernent la fonction des différentes classes d'anticorps. Donc le cours, c'est l'équivalent du cours 5 qui est divisé en deux vidéos qui font à peu près 30 minutes. Alors on dit parfois que les immunoglobulines sont des gamma-globulines. Ça fait référence à l'électrophorèse des protéines sériques qui, comme vous savez, va donner différents pics, le pic de l'albumine, toute une série de protéines, notamment des protéines intervenant dans l'inflammation, comme la CRP, certains facteurs du complément, et une fraction gamma qui correspond aux immunoglobulines, à la nuance que certaines classes, notamment comme les IgM, qui sont plus lourdes, et dans une certaine mesure les IgA, pourront migrer dans la fraction bêta 2. Donc il n'y a pas une parfaite équivalence des immunoglobulines avec la fraction gamma. Certaines immunoglobulines migrent dans la fraction bêta 2. Voici la structure de base d'une immunoglobuline. Souvenez-vous, elles sont constituées de deux chaînes lourdes, une chaîne lourde et la deuxième, de deux chaînes légères, une chaîne légère, une chaîne légère. Ces différentes protéines sont assemblées par des ponts disulfures que vous avez ici. On trouve des ponts disulfures entre les chaînes, donc entre des protéines différentes, mais également des ponts disulfures sur les mêmes chaînes qui vont aider à structurer des domaines que nous allons voir dans les diapositives suivantes. Souvenez-vous également, ces chaînes lourdes seront identiques au sein d'une même immunoglobuline, elles auront exactement la même structure et les mêmes extrémités, et il en va de même des chaînes légères. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs types possibles de chaînes lourdes, et c'est leur portion constante qui va déterminer à quel type elles appartiennent, à quel isotype elles appartiennent. Mais il y a également différents types possibles de chaînes légères, kappa ou lambda. Alors ça, ce sont les fameux domaines dont je parlais, qui vont être structurés par ces ponts disulfures intracaténaires, donc ce qui veut dire au sein de la même chaîne. Vous avez ici une région sur laquelle nous reviendrons, qui est une région dite charnière, donc hinge en anglais, c'est une charnière, qui va jouer un rôle notamment dans certaines propriétés des immunoglobulines, comme notamment leur activation du complément. Les propriétés biologiques des immunoglobulines sont essentiellement liées à cette partie constante, mais on estime que la partie constante des chaînes lourdes, mais on estime que la partie constante des chaînes légères peut également y contribuer. Une autre façon de représenter ces immunoglobulines, mais ça revient toujours un petit peu au même. Vous reconnaissez ici ce qu'on appelle les CDR, donc c'est vraiment l'extrémité des chaînes lourdes et des chaînes légères qui va aller, entre guillemets, palper les épitopes, et vraiment choisir en quelque sorte l'épitope pour lequel le degré de complémentarité est le meilleur et donc l'affinité est la meilleure. Ici, dont on n'a pas discuté sur la dia précédente, des sucres qui correspondent en fait à une glycosylation des protéines qui constituent ces immunoglobulines, glycosylation de chaînes lourdes. Alors, au sein des domaines variables, ça on vient d'en parler il y a 2 minutes, au sein des parties variables des chaînes légères et des chaînes lourdes, il y a des parties qui sont relativement peu variables, parce qu'elles ne vont pas directement intervenir dans l'interaction avec l'épitope, mais il y a des parties dites hyper variables, parce que c'est à leur niveau que le plus grand degré de diversité doit se concentrer. Ce sont les fameux CDR
qu'on va trouver à la fois sur la chaîne légère et sur la chaîne lourde. 3 CDR de chaîne légère, 3 CDR de chaîne lourde. Donc, encore une fois, on pourrait dire que ici, ce sont des représentations cristallographiques de parties variables d'immunoglobulines. Les parties hypervariables seront symbolisées par la couleur plus foncée. Souvenez-vous, voilà, ça c'est la démonstration d'une variabilité qui est maximale au niveau de ces CDR, et les raisons en sont la diversité jonctionnelle qui va être particulièrement importante à ce niveau, mais également l'hypermutation somatique qui va se concentrer à ce niveau-là. Ça, c'est toute l'histoire de la digestion enzymatique qui avait permis aux premiers immunologistes d'élucider la structure des anticorps, et notamment une digestion par une enzyme appelée papaïne, je l'avais oublié quand je vous ai parlé du FC pour la première fois, qui va donner ce dimère constitué de 2 morceaux de chaîne lourde, reliés par des ponts disulfures, et qui va cristalliser, d'où le nom fraction cristallisable. De même, si on fait une digestion, mais par contre, si on fait une digestion à la pepsine, on va cette fois-ci emporter, on va couper plus haut en quelque sorte, et on va emporter un morceau de chaîne lourde et de chaîne légère. Et on pourra, par une réduction qui va supprimer les ponts disulfures, on pourra se retrouver en dissociant cette chaîne lourde et cette chaîne légère. Un domaine qui reste un domaine trop peu exploré, qui sera probablement l'objet de recherche et de découverte et de nouveaux médicaments, c'est le grand rôle de la glycosylation des immunoglobulines. Vous verrez que dans certaines maladies, la présence, bon c'est un exemple, mais la présence d'auto-anticorps, qui pourtant a priori devrait être pathogène, chez certains individus ne donne strictement aucune maladie, alors qu'elle peut en donner chez d'autres. C'est une des illustrations de l'importance de ces glycosylations qui sont symbolisées ici au niveau du domaine CH2 de la chaîne lourde. Vous avez des sucres complexes qui vont venir s'accrocher à certains acides aminés, dont vous avez ici une représentation, et la nature de ces sucres va profondément modifier les propriétés des immunoglobulines, notamment en termes de liaison au récepteur FC gamma R, notamment en termes de stimulation de la DCC, etc. Et selon le type de glycosylation, on pourra avoir des fonctions accrues ou des fonctions inhibées, et selon les cas, on sera amené à augmenter cette fonction, si on veut par exemple traiter un cancer, ou réduire cette fonction si on veut par exemple lutter contre une maladie auto-immune, et dans ce cas-là, évidemment, les médicaments vont modifier la glycosylation de ces immunoglobulines. On verra dans quelques dias aussi qu'une maladie néphrologique très fréquente, qui est la glomérulonéphrite à IgA, est en fait liée à une glycosylation anormale d'une sous-classe d'IgA, les IgA1, qui vont ainsi gagner des propriétés pro-inflammatoires quand elles se déposent au niveau des glomérules rénaux. Un mot des chaînes légères, donc souvenez-vous, chaque immunoglobuline utilise soit une chaîne de type kappa, soit une chaîne de type lambda. La majorité chez un individu en bonne santé, ce sont des immunoglobulines qui utilisent une chaîne kappa, et en suivant l'évolution du rapport kappa-lambda, eh bien, on peut parfois mettre le doigt sur une prolifération anormale d'un clone de lymphocyte B ou de plasmocyte, qui est par définition soit de kappa, soit de lambda, et cette prolifération va biaiser le rapport dans un sens ou dans un autre. En hématologie aussi, donc en maladie une discipline qui s'occupe des cancers du sang, on sera aussi amené à voir dans le sang ou dans les urines un excès de chaîne légère. Et notamment, c'est le cas dans certaines pathologies de type myélome, où la quantité de chaîne légère produite n'est pas nécessairement
assorties à la quantité de chaînes lourdes, ou bien les processus d'assemblage ne le sont pas. Je suis incapable d'expliquer les mécanismes en détail, mais le fait que ces chaînes légères et lourdes soient produites dans des cellules tumorales va faire qu'un excès de chaînes légères se retrouve dans le sang, non lié à des chaînes lourdes, et compte tenu de la petite taille des chaînes légères, pourront être filtrées au niveau glomérulaire et donner une protéine qui a été appelée protéine de Bence-Jones, mais qui correspond en fait à des chaînes légères. Alors je vous ai dit que ces chaînes lourdes peuvent être de plusieurs types différents. Donc ici c'est un tout petit peu distinct par rapport au type de chaînes légères. Bon, c'est purement des nuances, je dirais, de terminologie. Les chaînes légères kappa ou lambda, c'est simplement deux protéines différentes codées sur des gènes différents. Pour les chaînes, donc il n'y a pas de commutation de classe d'une chaîne kappa vers une chaîne lambda, ça n'a pas de sens. Donc c'est soit d'emblée une immunoglobuline, enfin un BCR qui sera constitué d'une chaîne kappa ou d'une chaîne lambda, mais il n'y aura pas de passage de l'un à l'autre. Pour les chaînes lourdes, c'est un petit peu différent puisque on va pouvoir, sur un même segment VDJ, on va pouvoir venir chercher des segments codant pour la partie constante de façon séquentielle. Donc ça veut dire qu'un même clone de lymphocyte B pourra fabriquer séquentiellement des IgM, des IgD, des IgG, etc. Alors qu'évidemment, un changement de chaîne légère n'est a priori pas possible. Alors, on donne, mais là aussi c'est du détail, ne tracassez pas pour ça, on parlera des isotypes de chaînes lourdes en leur donnant des lettres grecques, isotype mu, gamma, alpha, etc. Et par contre, c'est l'isotype qui va déterminer la classe de l'immunoglobuline, l'immunoglobuline étant plus qu'une chaîne lourde, c'est deux chaînes lourdes et deux chaînes légères, mais l'isotype de chaîne lourde détermine la classe à laquelle l'immunoglobuline appartient, et là on va les nommer par des lettres latines correspondantes à ces lettres grecques, des IgM, des IgG, etc., etc. Donc comme on l'a vu dans le dernier cours, lors de l'immunopoïèse, le BCR et donc les immunoglobulines sécrétées, donc c'est valable pour les deux, vont changer, vont switcher de façon séquentielle. On aura d'abord les IgM, IgD, etc. Et puis on pourra passer, on peut sauter des étapes, mais évidemment on va toujours vers l'aval dans la position des segments géniques qui suivent le segment C-mu et C-delta, mais on pourra exprimer différentes classes d'immunoglobulines de façon séquentielle, notamment sous l'influence de cytokines particulières qui vont plutôt favoriser la commutation vers une classe particulière. Par exemple, l'interleukine 4 va favoriser une commutation de classe vers les IgE, et donc l'interféron gamma orientera une autre commutation. Donc tout ça est piloté par les cytokines produites notamment par les lymphocytes T helper. Alors, il y a des classes et des sous-classes, donc ça veut dire que quand on dit le segment génique c'est gamma, ça n'existe pas. C'est en fait 4 segments géniques qui sont très similaires les uns aux autres, et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des fragments C gamma qui vont coder pour des IgG. Mais néanmoins, il y a 4 segments différents avec des petites nuances et qu'on va appeler des sous-isotypes. Donc, c'est gamma 1, enfin oui, c'est gamma 2, c'est gamma 3, c'est gamma 4, et qui vont ainsi aboutir à 4 sous-classes différentes d'IgG. On pourrait dire que les IgG en tant que tels n'existent pas. C'est l'ensemble des IgG 1, 2, 3 et 4 qu'on va appeler les IgG. Il en va de même pour les IgA, qui sont soit des IgA1, soit des IgA2, et ce qu'on appelle les IgA, c'est l'ensemble des deux. Alors voici cette histoire de classe ou de sous-classe, et donc comme vous pouvez le voir, la classe est déterminée et la sous-classe est déterminée par l'isotype de chaînes lourdes, heavy chain, avec les sous-classes de chaînes lourdes qui sont ici. Par contre, à l'exception des IgD, ne me demandez pas pourquoi,
En termes de chaînes légères, on pourra trouver soit du kappa, soit du lambda, quelle que soit la sous-classe d'immunoglobulines considérée. Alors voici une dia qui est très chargée et très importante, et quand je fais le cours en présentiel, je passe du temps dessus, donc on va le faire également. C'est une dia qui a l'air très chargée, mais avec des choses extrêmement importantes qu'on peut considérer comme des tuyaux dans tout ce qui va concerner les cours d'immunologie et d'immunopathologie. Donc vous retrouvez ici les 4 sous-classes d'IgG, les 2 sous-classes d'IgA, les IgM, les IgE, dont je n'ai pas encore parlé, je vais en parler un peu plus loin, et les IgD. Alors vous avez les poids moléculaires, et il faut d'emblée noter que le poids moléculaire des IgG de leur sous-classe et des IgD est le même. Donc ça reflète bien le fait que il s'agit du monomère d'immunoglobuline, donc c'est la structure de base qui va avoir ce poids moléculaire-là. Par contre, les IgM sont généralement des polymères, des pentamères, hein, comme on l'a dit. Il y a des petites variantes possibles, mais ce sont classiquement des pentamères. Et donc on a au moins 5 fois 150 000. Mais en plus de ça, il y a une pièce qui va servir à assembler le tout. Et donc on obtient ce poids moléculaire plus important. Idem pour les immunoglobulines qui, quand elles sont dans le sang, se trouvent sous forme monomérique avec ce poids moléculaire de 150 000. Et par contre, quand elles sont sécrétées, puisque c'est une des spécialisations des IgA, c'est qu'elles vont se retrouver dans les sécrétions digestives, respiratoires, etc., elles se trouvent sous la forme de dimères, avec là aussi d'autres fragments de protéines associés qui vont servir soit au processus de sécrétion, soit à la stabilisation du tout, et c'est comme ça qu'on atteint les 600 000. Alors en fait, je ne sais pas pourquoi, en le lisant avec vous là en live, je m'en rends compte. Je ne sais pas très bien pourquoi les IgE ont un poids moléculaire plus important. Ceux que ça intéresse pourront m'envoyer un mail et ils n'auront pas un point en plus, mais ils auront droit à toute ma gratitude. Là, vous avez le composant chaîne lourde qu'on retrouve dans toutes ces sous-classes, et bon, c'est la correspondance en lettres grecques, hein, vous l'aurez compris. Les concentrations dans le sérum, là c'est très très important. Ce qu'on peut voir, c'est que collectivement, les IgG sont la classe d'anticorps les plus concentrés dans le sérum, hein. On est à 12-13 grammes par litre de sérum, alors que les IgA sont nettement plus basses, 3-3,5, les IgM de façon un peu intermédiaire. Et ce qui est très important, donc les IgD sont très basses aussi, mais ce qui est très très important, et on y reviendra dans les dias suivantes, c'est cette concentration extrêmement faible des IgE, qui pour cette raison-là sont d'ailleurs passées longtemps inaperçues et ont été les dernières à être découvertes dans la découverte des classes d'immunoglobulines. Très important aussi, avec énormément d'implications pratiques, la longue demi-vie de ces anticorps. Une demi-vie de 23 jours, ce qui veut dire des mois avant que l'anticorps n'ait disparu. Ça a de multiples implications pratiques. Si vous injectez un anticorps monoclonal pour un traitement, par exemple, comme on en a souvent parlé, eh bien, cet anticorps va rester dans la circulation du patient pendant des mois. Un bébé qui est protégé par les anticorps de sa maman, comme on va le voir dans quelques minutes, qui sont passés pendant la vie fœtale, sera protégé par ces anticorps également pendant des mois. Un anticorps que vous avez produit lors d'une infection aiguë, même si selon les infections, il est possible que le clone qu'il a produit disparaisse rapidement, il n'y a plus que des cellules mémoire, mais les plasmocytes vont s'éteindre, mais néanmoins, les anticorps peuvent persister pendant des mois après cette infection. Alors, c'est les IgG qui ont la plus longue durée de vie, et ce qu'il faut noter également, c'est que la demi-vie des IgE
est la plus courte, hein. Et donc, ils sont à la fois très peu concentrés, avec une très courte durée de vie, mais néanmoins, ils nous posent quand même pas mal de problèmes dans les phénomènes allergiques, et vous verrez pourquoi. Euh, Capacité à activer la voie classique du complément. Comme on l'a vu dans le cours sur le complément, ce sont les IgM qui sont indiscutablement les plus efficaces pour cette activation, suivi des IgG avec notamment les IgG3 et les IgG1. Certains anticorps sont nettement moins efficaces pour cette activation, notamment c'est le cas des IgG2. D'autres anticorps n'activent pas le complément du tout. Capacité à traverser le placenta. Je vous parlais il y a 1 minute de la protection transférée au bébé par des anticorps de sa maman qui passent pendant la grossesse. Eh bien, ça ne concerne pas les IgM, ça ne concerne que les IgG, avec des nuances qui ont assez peu d'importance concernant les sous-classes. Ici, soyez bien attentifs, nous parlons des cellules matures et naïves. Donc à la surface de lymphocyte B naïf et mature, on ne trouvera, comme vous le savez, que des IgM et des IgD. Par contre, ce n'est pas représenté sur cette image, à la surface de lymphocyte B mémoire, qui ont fait leur commutation de classe, on pourra trouver des BCR constitués de toutes ces classes d'anticorps. Capacité à se lier aux récepteurs FC des phagocytes, notamment pour faire de l'opsonisation ou de l'ADCC, essentiellement une propriété des IgG, surtout des IgG1 et des IgG3, dans une certaine mesure des IgG2. Je pense qu'ici, je pense que tous les auteurs ne sont pas nécessairement d'accord avec ce plus ou moins, donc peu importe. Transport muqueux, donc ça veut dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la capacité d'un anticorps qui a été produit par des plasmocytes situés au niveau d'un épithélium de faire passer cet anticorps dans la lumière de l'organe creux considéré. Et ça, c'est vraiment l'apanage des IgA, un tout petit peu des IgM. On peut trouver des IgM notamment dans les sécrétions respiratoires, etc. Et enfin, je vous parlais des problèmes d'allergie liés aux IgE. C'est lié à la capacité à activer la dégranulation des mastocytes, qui est quelque chose qui est réservé aux IgE. Donc des propriétés extrêmement importantes avec des milliers d'applications pratiques, cliniques, etc. Donc tout ce qu'il faut pour faire des questions d'examen. On repasse brièvement tout ce qu'on vient de voir, mais immunoglobuline, enfin classe d'immunoglobuline par classe d'immunoglobuline. Les IgM, comme je l'ai dit, ce sont des pentamères qui vont être stabilisés par une chaîne qu'on appelle la chaîne J, et c'est pour ça qu'on atteignait ce poids moléculaire dont on a parlé tout à l'heure de 900 000. 10 sites de fixation pour les épitopes de l'antigène, 5 x 2, 5 sites de fixation pour le complément, mais on ne peut pas fixer en même temps 5 molécules de C1Q, donc on peut en fixer 3 d'un coup. Donc ça explique les puissantes capacités des IgM à activer le complément. Donc là, c'est des détails qui ont peu d'importance. Les IgM sont parfois des hexamères, mais pour moi, on peut considérer que ce sont des pentamères. Le BCR est une forme monomérique. Ce n'est que quand l'IgM va être sécrété qu'elle va s'assembler en pentamère. Compte tenu de leur taille, on va surtout les trouver au niveau du sang, très peu dans les interstitiums parce qu'elles pénètrent mal, les endothéliums sont imperméables à ces IgM, donc ce sont des anticorps qu'on va surtout trouver dans le sang, un tout petit peu également dans les sécrétions. Ce sont des anticorps qui, on va y venir dans un instant, ont une grande avidité, à l'opposé d'une faible affinité. Pourquoi une faible affinité? Eh bien parce que les IgM n'ont
pas bénéficier de l'hypermutation somatique. Quand l'hypermutation somatique se met en place, la commutation de classe se met souvent en place simultanément. Ce qui veut dire que ce sont surtout des classes d'anticorps qui apparaissent plus tardivement dans la réponse, hein, des IgG, des IgA, etc., qui vont bénéficier de ces vagues d'hypermutation somatique. Les IgM sont souvent de ce qu'on appelle une séquence germinale, c'est-à-dire il n'y a pas de mutation par rapport au segment d'ADN qu'on pourrait trouver sur une cellule non immunologique. Donc individuellement, chaque FAB a relativement peu d'affinité pour ces épitopes et également peu de spécificité d'ailleurs. Donc elle va assez mollement reconnaître des tas de choses mais avec peu d'affinité. Mais par contre, le fait qu'il y ait 10 FAB va quelque peu compenser cette faible affinité en donnant une avidité accrue. Donc j'ai repris ici la définition de Wikipédia de ce qu'est l'affinité et de ce qu'est l'avidité. Je l'ai d'ailleurs remis une deuxième fois. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, je supprime. Donc les IgM sont sécrétés en grande partie avant que l'hypermutation somatique n'ait pu avoir ses effets. Et donc on a ce contraste apparent entre une affinité qui est faible, une certaine polyréactivité, donc ça va se coller un petit peu n'importe quoi, mais avec peu d'affinité, mais malgré tout, une certaine stabilité globale de l'interaction par le fait qu'il s'agisse de pentamères. Et ça provoque un problème très pratique en clinique. Donc comme vous savez, le diagnostic de nombreuses maladies infectieuses est basé sur la mise en évidence d'anticorps contre le microbe en question. Il est évident que c'est toujours mieux quand on peut mettre en évidence le microbe lui-même, mais dans certains cas, c'est techniquement difficile parce que c'est un pathogène intracellulaire, que les PCR ne sont pas assez sensibles, etc. etc. Et donc on en est réduit pour le diagnostic de ces infections ou pour des virus pour lesquels on doit d'emblée recourir à des techniques de biologie moléculaire qui sont chères, etc. Donc dans beaucoup de cas, on doit se fier sur les anticorps pour savoir si une personne est infectée ou a été infectée par un microbe. C'est le cas d'une maladie bien connue, qui est la maladie de Lyme, hein, qui est une maladie bactérienne transmise par les morsures de tiques. Et le diagnostic est basé sur la sérologie. On ne cultive pas le Borrelia dans des techniques de routine. Et donc, on sait que des personnes qui ont des IgM positives avec des IgG négatives, ça peut être deux possibilités. Ça peut soit être des personnes qui viennent d'être mordues par la tique et dont l'infection est en train de commencer. Les IgM vont apparaître un peu plus tard. Mais dans beaucoup de cas, les IgM sont positifs, les IgG vont apparaître un peu plus tard. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Les IgM restent positives toute une vie parfois, sans que jamais les IgG n'apparaissent, et on considère qu'il s'agit d'IgM qui ne reconnaissent pas spécifiquement Borrelia, qui ont été produites en réponse à d'autres choses, on va y venir, et qui vont donner des faux positifs dans le test de laboratoire. J'ai ressorti ici un article dans un bon journal qui illustre cette problématique qu'il est parfois difficile d'expliquer aux patients. Donc en cas de réponse antigénique, notamment contre un microbe, hein, c'est ce que je viens de dire avec la maladie de Lyme, en début de maladie de Lyme, il est bien clair qu'on va produire des anticorps spécifiques contre la maladie de Lyme de classe IgM qui vont être petit à petit remplacés par des IgG. Donc c'est une première ligne de défense contre les microbes. Mais dans certains cas, on a même des IgM présents dans le plasma qui sont là alors qu'aucune infection documentée ne peut expliquer leur présence. Donc nous avons dans notre plasma des IgM qui ne sont pas dirigés contre des microbes que nous venons de rencontrer. C'est ce qu'on appelle des anticorps naturels. Il n'est d'ailleurs pas du tout exclu que parmi ces faux positifs de maladies comme la maladie de Lyme, ces anticorps naturels interviennent comme responsables. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que c'est ces anticorps naturels? Donc, on en a
toutes et tous, hein, si on mesure votre taux d'IgM à un temps t, eh bien une proportion importante de ces IgM correspond à des anticorps naturels. Ça fait toujours l'objet de beaucoup de recherches. Tout d'abord, il n'y a pas que des IgM dans les anticorps naturels, il y a aussi d'autres classes d'anticorps, mais on peut ici considérer que les IgM sont un bon exemple d'anticorps naturels et probablement les plus représentés. On considère probablement que le stimulus, le ligand qui est allé stimuler le BCR pour que cette sécrétion d'immunoglobulines se produise, ce sont soit des antigènes du microbiome, mais on a pu montrer malgré tout que les souris axéniques qui avaient grandi dans des environnements totalement dépourvus de microbes avaient malgré tout des IgM, soit des antigènes du soi. Et donc, voilà, le type d'antigène du soi qu'on peut considérer éventuellement comme des DAMP, hein, ça, il faudrait un petit peu voir. Mais encore une fois, un DAMP peut également fonctionner comme un antigène, hein, selon le récepteur avec lequel il interagit, on lui donnera une qualité différente. Mais bon. Alors, ces anticorps naturels, ils jouent notamment un grand rôle dans la reconnaissance des groupes sanguins, puisque la plupart des les anticorps qui interviennent dans les réactions transfusionnelles, hein, dans le groupe ABO notamment, sont surtout des IgM et appartiendront à cette famille des anticorps naturels. Alors, elles ont probablement des propriétés diverses. Ces anticorps naturels jouent peut-être un rôle négatif dans l'auto-immunité, mais jouent probablement aussi un rôle protecteur, notamment en éliminant les cellules altérées. Tout ça fait encore l'objet de pas mal de recherches. Pour retomber sur des choses plus pratiques, souvenez-vous, les IgM ont une taille qui ne leur permet pas de passer les endothéliums et qui ne leur permet pas non plus de passer la barrière placentaire. Et donc, théoriquement, les IgM qui sont présentes chez le bébé ont été fabriqués par le bébé lui-même et ne sont pas les IgM qui proviennent de sa maman. Ce qui, en termes notamment de diagnostic de maladies infectieuses qui auraient pu survenir pendant la grossesse ou de transmission d'agents infectieux, peut aider le pédiatre à savoir si c'est une infection réelle du bébé ou bien si c'est simplement un transfert passif d'anticorps de sa maman. Un mot sur les IgG. Donc les IgG, comme je vous l'ai dit, en termes de concentration, sont les immunoglobulines les plus concentrées dans le sérum. On les trouve aussi bien au niveau du sang qu'au niveau des tissus interstitiels. On les trouve en principe pas dans les sécrétions digestives, respiratoires, etc. Et elles seront toujours sécrétées après les IgM. Selon les infections, ça pourrait être juste un peu après ou ça pourrait être plus longtemps après, mais dans la séquence, elles viendront plus tard. Et donc on a ce type d'interprétation un peu basique où quand un patient a des IgM et pas d'IgG, il est vraiment au tout début d'infection. Quand il a des IgG et plus d'IgM, il est en infection plus ancienne. Et s'il a les deux, on est un peu dans une sorte de phase intermédiaire. Ces IgG passent le placenta et interviennent donc dans la protection du fœtus et du nouveau-né. C'est ce qui va valoir aux bébés qui naissent d'une maman infectée par le VIH de naître avec les anticorps de leur maman, même s'ils ne sont pas infectés. Et si on leur fait un test de diagnostic de VIH, on dira qu'ils sont séropositifs tout simplement parce qu'ils ont les anticorps de leur maman, que ces derniers n'ont pas encore disparu, et ce même s'ils ne sont pas encore infectés. En termes de structure, voilà une structure classique d'immunoglobulines, hein, les chaînes lourdes que vous avez ici, les chaînes légères, la région charnière, les ponts disulfures, les domaines un peu globulaires comme ça qui sont structurés par des ponts disulfures intracaténaires. Cette région charnière qui va jouer un grand rôle dans la souplesse de l'immunoglobuline. Le mot souplesse est même peut-être plus approprié, je dirais, que la flexibilité, mais c'est ce qui va permettre
aux bras de tourner sur eux-mêmes, de se plier sur la partie constante, etc. Et tout ça est important dans les propriétés d'activation du complément, d'activation des phagocytes, où il faudra évidemment faire le grand écart entre le microbe d'une part et le C1Q ou bien le récepteur Fc gamma R d'un phagocyte. Alors, toutes ces sous-classes d'IgG se caractérisent notamment par des régions charnières de taille différente et de flexibilité différente. Et donc, on considère généralement que plus la région charnière est flexible, plus grande sera la capacité de ces IgG à se placer en bonne position pour activer le C1Q, puisque vous savez, il faut 2 molécules d'immunoglobuline situées à bonne distance l'une de l'autre pour que l'activation du C1Q puisse se faire. Si on est souple, évidemment, cette distance pourra plus facilement être atteinte. Je passe tout ceci. Alors, une des particularités des IgG2, c'est que ce sont pour des raisons que je suis incapable de bien vous expliquer en détail, mais ce sont surtout elles qui reconnaissent les antigènes polysaccharidiques. Souvenez-vous, je vous ai dit que les T reconnaissaient essentiellement des protéines, des peptides en l'occurrence, parfois des lipides, mais que par contre les B et les immunoglobulines peuvent reconnaître des protéines, des sucres, des acides nucléiques, etc. Eh bien, la classe d'immunoglobulines qui reconnaît le mieux les polysaccharides, ce sont les IgG2. Alors, on pourrait se demander comment la fixation d'IgG2 sur un pneumocoque, par exemple, permet son élimination. Il y a malgré tout, et contrairement au tableau qui était un peu péremptoire, où on mettait plus ou moins pour l'opsonisation, il y a des récepteurs qui vont reconnaître la partie FC des IgG2. Et par ailleurs, mais là, n'hésitez pas à l'oublier parce que ça peut complètement vous embrouiller. On dit toujours que la voie alterne ne dépend pas des immunoglobulines et des complexes humains, c'est vrai, mais quand des IgG2 sont massivement fixés sur un pathogène, ça va malgré tout les rendre plus facilement, ça va faciliter l'activation de la voie alterne à leur surface, et donc ça contribuera à une activation de la voie alterne indépendant de C1Q, détail que vous pouvez oublier dès la prochaine dia. Les IgA, donc les IgA sont présentes dans le sérum, mais leur particularité, c'est qu'elles sont surtout présentes au niveau des sécrétions digestives, respiratoires, génitales, etc. etc. Alors, la forme est différente si l'on se situe au niveau du sérum ou si on se situe au niveau des sécrétions. Au niveau du sérum, on a plutôt une structure monomérique, ainsi qu'au niveau du BCR, quand il est constitué d'une IgA. Par contre, au niveau sécrétoire, on a un polymère constitué de 2 immunoglobulines, d'une pièce de jonction, la chaîne J, et d'une pièce qu'on appelle la pièce sécrétoire, qui en fait est le reliquat d'une protéine qui a servi au transport de l'immunoglobuline depuis l'espace sous-muqueux, ici, vers la lumière de l'organe considéré. Donc le plasmocyte libère des IgA qui vont se dimériser sur place. Un récepteur va accrocher ces dimères d'IgA, va être internalisé dans une vésicule, et le clivage du tout va nous donner cet ensemble des 2 immunoglobulines, de la chaîne J et du morceau de pièce sécrétoire ici. On a une certaine compartimentation des réponses à IgA, donc ça veut dire que le répertoire des IgA sera en partie le même au niveau de la bouche, par exemple, au niveau respiratoire, etc. Et certains vaccins qu'on pourrait administrer au niveau du nez, par exemple, c'est très à l'étude, pourraient vous permettre d'acquérir des IgA bien spécifiques du vaccin utilisé dans d'autres sites que le nez, par exemple au niveau génital, si on pense à des vaccins qui nous protégeraient contre certaines infections sexuellement transmises. Dans le cours d'immunopathologie du semestre prochain, je vous parlerai abondamment des
enfin de l'année prochaine. Je vous parlerai abondamment du déficit en IgA, qui est une immunodéficience primaire, la plus fréquente de toutes, puisqu'on estime que jusqu'à une personne sur 200 dans certaines séries pourrait ne pas avoir d'IgA du tout, que ce soit au niveau du sang ou que ce soit au niveau des sécrétions. Je l'ai dit, les IgA jouent un rôle fondamental dans l'immunité au niveau des muqueuses, où elles vont jouer un rôle neutralisant. Qu'est-ce que ça veut dire, un rôle neutralisant? Ça veut dire qu'elles vont aller se fixer avec une forte affinité sur le récepteur qu'un microbe donné utilise, enfin, sur une protéine ou une glycoprotéine ou un sucre que le microbe utilise pour infecter nos cellules, hein, pour reconnaître un récepteur. Par exemple, prenons l'exemple du Covid, sa fameuse protéine spike qui va interagir avec le récepteur cellulaire ACE2. On pourrait imaginer des IgA sécrétés au niveau de notre nez ou de notre bouche qui vont directement aller couvrir le spike en question et en l'empêchant ainsi d'infecter nos cellules. Pour que ça marche, il faut que l'affinité de l'IgA pour la protéine virale soit supérieure à l'affinité de la protéine virale pour le récepteur cellulaire. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, pour obtenir ce niveau d'affinité suffisant, l'hypermutation somatique va jouer un grand rôle. Comme on l'avait vu, il y a deux sous-classes d'IgA, les IgA1, les IgA2. Je ne vous demande à ce stade-ci que de retenir une seule chose, enfin retenir en tout cas le considérer comme un jalon pour votre cours de néphrologie des années futures, puisque dans cette glomérulonéphrite très fréquente, qui est la glomérulonéphrite à IgA, on a des dépôts d'IgA1 que vous avez sur la diapositive suivante. Donc il n'est pas mis que ce sont des IgA1, mais je peux vous le dire, qui seraient liés à une glycosylation anormale favorisant leur dépôt et des lésions inflammatoires secondaires. Voici donc la fin de cette première partie du 5e cours et la suite arrive.